Donc, Julie Ruel donc, vient nous présenter son texte, sa conférence qui s'appelle Accéder à l'information et à sa compassion pour une société plus inclusive. Voilà, Julie, on vous laisse la parole. alors, merci. Je partage mon écran et je vais commencer. Alors, avec un petit peu de trémolo dans la voix généré par le stress, en plus des trémolos qui auraient pu être habituels. Alors, je vous remercie d'être là encore. Alors, je viens vous présenter un sujet qui me passionne et qui, j'espère, je suis certaine va vous passionner parce que vous êtes quand même présent ici aujourd'hui. Donc, l'accès à l'information et à sa compréhension pour une société inclusive. Et je tiens à remercier mes collaborateurs, mes collègues qui sont on a décidé que c'était plus facile de présenter à une personne, alors je veux les remercier. Mettre un peu en contexte. Depuis à peu près 2010-2011, je m'occupais d'une chaire interdisciplinaire en littératie et inclusion associée affiliée à l'Université du Québec en Outaouais. Et on avait mis en évidence l'importance de communiquer mieux, mais sous l'angle de rendre les organisations plus capables de communiquer avec leur population ou leur audience ou peu importe. Alors, c'est tout dans cet angle-là que j'ai fait quelques recherches, participé à des recherches ou mené moi-même des recherches pour voir comment on peut augmenter l'accès à l'information pour tous et pour les personnes en situation de handicap afin que notre société soit plus inclusive. Donc, c'est un peu mon passé un peu. Donc, je vais rappeler la problématique de l'accès à l'information. On a mené une recherche-action, je vais vous en parler, et avec une conclusion. Les chiffres de départ, on sait que ça commence à se faire vieux. L'enquête a été faite en 2012, les chiffres sortis en 2013. On sait que l'OCDE va refaire une enquête sûrement, doivent être en train de se préparer. Mais on sait quand même qu'au Québec, c'est 53% de la population environ de 16 à 65 ans qui n'atteint pas un niveau 3 de compétences en littératie qui sont jugées selon l'OCDE un niveau requis pour fonctionner dans notre monde du savoir, notre monde de l'information. Et avec tout ce qu'on a entendu dans le colloque, je pense qu'on vient de comprendre que c'est pas seulement lire et écrire qui est requis maintenant, mais beaucoup plus que ça. Et dans cette enquête-là, la littératie est définie comme la capacité de comprendre. Le mot lire et écrire ne sont même pas là. Alors, comprendre, évaluer, utiliser, s'approprier des textes écrits pour participer à la société, réaliser ses objectifs, développer ses connaissances et son potentiel. On voit que c'est beaucoup plus que lire écrire. Et quand c'est en santé, c'est donc pour être capable de prendre une décision éclairée. Quand on est en système financier, c'est d'être capable de faire des choix éclairés sur le plan financier. Donc, ça se décline dans plusieurs éléments de littératie. Il y a des groupes plus vulnérables, faible niveau de scolarité, personnes en situation de handicap, personnes issues de l'immigration, personnes vieillissantes, parce qu'on sait que les compétences en littératie, selon l'enquête de l'OCDE, diminuent de façon assez importante après 46 ans. Alors, je suis dans cette gang-là. Et à partir des chiffres de 2003, il y avait Brin qui avait fait utiliser des chiffres pour dire que c'est au niveau des 66 ans et plus, c'est 80% qui se trouvent à un niveau de littératie 1 et 2. Et en littératie en santé, c'est même 94% des personnes de 66 ans et plus qui se retrouvent à un niveau de littératie 1 et 2 en littératie en santé. On voit ici les chiffres dans les moyennes des pays de l'OCDE. La ligne bleue que vous voyez, c'est la ligne qui désigne le niveau 3. Donc, il n'y a pas beaucoup de groupes qui obtiennent le niveau 3. Si on regarde l'information, on met en contexte numérique. Alors, on voit que l'information, elle, sous format numérique, amène une inégalité d'accès et même une fracture numérique. Il y a une nouvelle une recension qui a été faite par l'Institut national de santé publique qui a paru à l'été, qui vient le confirmer, et je vais plusieurs chiffres dans les diapos
suivantes qui vont être appuyées par ces chiffres-là. On sait, entre autres, que 27% des personnes qui vivent avec une incapacité, toute incapacité confondue, disent se heurter à des difficultés lorsqu'elles naviguent sur Internet. Ça, c'est près de 30%. 31% qui se disent avoir une incapacité liée à l'apprentissage vivent des difficultés à accéder à Internet ou à naviguer sur Internet. Et 42% d'entre elles disent, mais si on avait un site web plus accessible, peut-être qu'on serait plus capable d'accéder à l'information qui est sur Internet. Pour les personnes qui présentent une déficience intellectuelle, il y a un article qui est à paraître, qui a été déposé pour parution et qui a fait une recension des personnes avec une déficience intellectuelle en contexte de COVID. Et l'enquête, ce qu'elle dit, c'est qu'on identifie une pauvreté numérique chez ces personnes-là et qui les ont vraiment affectées durant la période de la COVID, ce qui n'est pas surprenant. Dans la recension de l'INSPQ, ils ont désigné des groupes pour lesquels vraiment il y a une difficulté sur le plan numérique à accéder à de l'information ou à des services. Et je vais vous les nommer. Population vulnérable socialement et économiquement, c'est le critère financier, un des critères très importants qui amène une exclusion numérique, ou qui amène des risques d'exclusion numérique. Il y aurait 12% des ménages québécois qui ont un revenu inférieur à, dont les personnes qui ont un revenu inférieur à 20 000 $, qui n'ont même pas accès à Internet. Donc, quand on fait un virage numérique, tu as déjà 12% d'une population qui n'a pas accès. Déjà, tu vois qu'il y a un déficit ici, même sur le plan démocratique, qu'on pourrait dire. Ils sont aussi moins bien équipés en nombre et en qualité. Donc, les équipements moins de qualité et en nombre. Moins bonne bande passante habituellement, donc ils ont une moins bonne expérience d'utilisation. Le deuxième groupe qui a été identifié, c'est les personnes qui vivent en territoire peu ou mal desservi par les services de télécommunication. Et ça, c'est pas lié nécessairement au financier, au volet financier, c'est géographique. Hein? Alors, on peut avoir une fracture numérique liée aux résidences, au lieu de résidence. Donc, l'Internet haute vitesse, par exemple, ne va pas partout. Tout à l'heure, j'entendais un participant à la présentation précédente qui disait que certaines personnes doivent sortir pour avoir accès à la bande, ce qu'on appellerait au 3G, 4G, 5G, peu importe, mais c'est la même chose dans le secteur rural et des fois on n'est pas loin de la ville et ça arrive aussi dans le creux d'une côte où on n'a plus accès aux données cellulaires. 45,6% de la population territoire rural du Canada ont accès à un Internet large bande. Donc, ça veut dire qu'il y en a 50 quelques pourcents qui n'en ont pas accès, alors que c'est 98% en milieu urbain. Et en plus, peut-être que le coût est plus élevé et la performance parfois peut laisser à désirer. La troisième population qui est identifiée, c'est les personnes aînées, où on sait qu'il y a moins d'utilisation, moins d'habitudes, moins de dispositifs, moins d'accès à Internet. Et les critères d'accès sur le web répondent peut-être pas toujours à leurs besoins et ont besoin aussi plus de soutien pour accéder pour leur usage numérique, c'est pas toujours présent. Ils sont aussi plus à risque de fraude, cyberintimidation liée aux réseaux sociaux, l'infodémie, hein, la surcharge d'informations qui est pas toujours de qualité, donc comment bien le discerner. Autre population, c'est les personnes à faible niveau de littératie en santé ou de littératie numérique. C'est sûr que c'est l'Institut national de santé publique qui a fait la recension, donc l'accès à de l'information qui est en santé était aussi importante et on parle du nouveau concept de e-santé où c'est une gamme de différentes littératies combinées ensemble qui sont requises pour être capable de fonctionner dans le monde numérique et d'avoir accès à l'information.
Les personnes à faible niveau de littératie sont aussi plus à risque de discerner ce qui est pertinent ou non. Ils ont moins confiance en leur capacité de le discerner et ce qui est aussi très important, ce que dans leur constat, on dirait que même les technologies numériques, des fois, amenaient plus de risques que d'avantages à leur santé, justement à cause de ces difficultés de discernement. Dans l'enquête, dans le rapport de l'INSPQ, on met une grande quantité de recommandations. J'ai fait émerger, j'ai ressorti celles qui rejoignaient un peu la recherche que nous avons menée. Entre autres, on parle de sensibiliser les dirigeants aux obstacles de l'accès aux services offerts en ligne à cause du risque du manque d'équité. Sensibiliser les concepteurs à l'adoption de principes de conception universelle. Impliquer, donc prendre, de travailler avec les populations avec lesquelles qu'on veut informer. Donc, les groupes de population pour mieux cerner leurs besoins, mais adopter aussi des processus de conception inclusif centrés sur les utilisateurs. Nous, on avait fait une recherche, on avait appelé ça une démarche de rédaction inclusive, où à la fois les concepteurs et les personnes qui avaient une déficience intellectuelle avaient conçu ensemble un matériel d'information pour elles. Donc, on est vraiment dans cet objet-là. Et ne pas oublier que le numérique ne répondra pas à tous les besoins d'information. On doit garder certains autres, une gamme d'alternatives pour informer de qualité, soit en présence, téléphone, radio, TV, DVD, vidéo, que ce soit du papier, hein? Peut-être qu'on a encore besoin d'en garder, et augmenter les ressources, les soutiens techniques et d'assistance pour soutenir les personnes qui sont moins habiles sur le plan du numérique. Donc, il y a des inégalités. Et au Québec, il y avait des lois, entre autres pour les personnes en situation de handicap, la loi qui assure les droits des personnes handicapées pour l'intégration, ou encore la politique d'accès aux documents, aux services, où on dit qu'il y a une responsabilité, que les organisations publiques sont assujetties, là, il y a un nombre, il y a des villes aussi, sont invitées à entreprendre des démarches proactives pour réduire, éliminer les obstacles que rencontrent les personnes handicapées lorsqu'elles veulent accéder aux services ou à l'information. Alors, on est plus que de l'accès physique. On est aussi dans de l'accès au sens de l'information, qu'on doit élargir l'accès à ce moment-là, réduire les obstacles. Les organisations doivent le faire ils ont une responsabilité qui est collective à cet égard-là. Et pour ce faire, on a besoin de sensibiliser, former, outiller, soutenir les organisations pour qu'elles puissent mieux desservir leur population. C'est dans ce cadre-là qu'on a réuni on a regroupé ensemble des organisations que je vais vous présenter dans l'autre diapo, qui desservent des personnes vulnérables, des personnes en situation de handicap, pour examiner, dans le cadre d'une recherche-action participative, de dire que doit-on développer pour soutenir, sensibiliser, former les organisations à mieux répondre aux besoins de leur population vulnérable et à rendre leur information plus accessible. Et on a été financé par Société Inclusive. Le co-chercheur principal avec moi, c'est Alejandro Romero Torres. Les co-chercheurs, André Moreau, Claude Normand et Patrick Fougerelas. Donc, on a eu 6 rencontres formelles et on est fini dans la pandémie. Donc, on a eu du présentiel et du non-présentiel. Ensemble, on a conçu le projet de recherche avec les participants et vraiment, on s'est donné des objectifs et c'est ça, une recherche-action participative. C'est sûr qu'on s'appuie sur des données théoriques, sur des données scientifiques, mais aussi avec l'expérience des personnes sur le terrain. Et on a dit l'essentiel, si on veut faire un virage pro-littératie, donc on tient compte des niveaux de littératie des populations pour mieux les informer, on doit donc sensibiliser les décideurs.
s'ils ne sont pas sensibles, comment peuvent-ils s'engager dans une modification? Et je me rappelle la première journée du colloque, comment les gens des gouvernements ou avec le groupe rédigé ou avec d'autres avaient quand même eu il fallait embarquer dans le même bateau. C'est une de leurs conditions gagnantes, hein, d'adopter ensemble, d'avoir une vision commune. Le deuxième objectif, on a dit, c'est beau être sensibilisé, mais on a besoin d'outiller les milieux. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire et on voulait conceptualiser le concept d'accès à l'information. Nos collaborateurs, donc associations, je ne vous les lirai pas toutes parce que il me manque 10 minutes quand même dans ma présentation. Alors, vous voyez qu'on avait quand même des gens du ministère, des gens de l'OPHQ, Office de la protection des personnes handicapées, des regroupements communautaires qui desservent des populations, etc. Comme livrable, on a développé du matériel de sensibilisation, du matériel de soutien et du matériel qui pourrait être utile lors de formation et on l'a rendu disponible sur un site web et aussi on a fait la conceptualisation de l'accès à l'information que je vais vous parler tout à l'heure. Je dois aussi dire qu'on s'est appuyé beaucoup sur un guide dont j'ai le privilège d'être auteur principal avec Cécile Allaire de Santé publique France, où on avait conçu un guide des communiqués pour tous, où on a à la fois des recommandations, on s'appuie sur 150 références différentes, autant du monde francophone qu'anglophone, où on est allé regrouper les recommandations par rapport à comment rédiger pour rendre une information plus accessible, comment utiliser les images, qui est notre deuxième chapitre, notre troisième, qui est comment rendre un site web plus accessible, et le quatrième, qui est comment avoir une communication orale plus accessible. Donc, on s'est appuyé beaucoup sur ça. Donc, les prochaines diapos, je vais plutôt vous présenter comme le site web. Quelques matériels qui est dedans, qui est le fruit de la recherche-action. Donc, dans notre section accueil, on présente qui a participé, etc. Donc, il n'y a pas grand nouveauté là. Dans le site sensibilisation, on a 4 vidéos qui ont été conçues où c'est je participe à quelques-unes d'entre elles, où on informe c'est quoi l'état des lieux par rapport à la littératie, qu'en est-il lorsqu'on parle de littératie en matière de santé, l'autre qui est plus la littératie sur les outils numériques, et la dernière qui sont plus des stratégies générales, comment devenir une organisation pro-littératie. Donc, dans des organisations, les gens peuvent l'utiliser, les visualiser, les écouter ensemble ou tout. Deuxièmement, on a fait 2 autres petites vidéos avec du contenu apporté par les participants sur comment on pourrait sensibiliser une ville, une communauté à l'importance de communiquer pour tous. Et on avait une situation fictive qui était un déversement de produits toxiques dans une rivière la rivière était la source d'eau potable d'une ville. Donc, on a fait une petite vidéo où on voyait les ruptures d'accès à l'information chez certaines populations et dans la deuxième vidéo où on présente des solutions, des options possibles. Donc, ça, c'était notre page de sensibilisation. Notre deuxième page, on soutient les milieux, on a mis quelques références, ça va aller. La troisième, on a fait notre onglet sur la rédaction, sur proposer du matériel et des textes pour aider les gens à concevoir une information plus lisible, intelligible. Et on a fait différents matériels, ici des exemples de bonnes pratiques, et je vais vous montrer des exemples de ressources qui respectent des critères de rédaction plus accessibles, juste pour vous montrer comment on a fonctionné. Alors, ça devrait arriver. Alors, vous voyez qu'on donne des exemples
bon, exemple, vous pouvez aller le cliquer et le voir. Et là, il dit, ici, c'est un article illustré. Alors, on montre qu'est-ce qui étaient les points forts de ce matériel-là. Donc, des fois, juste en voir un matériel où il y a quand même des éléments qui sont intéressants et qu'est-ce qu'on a vu d'intéressant dans ce matériel-là. Donc, ça peut sensibiliser même juste à regarder un matériel pour examiner, pour se faire une tête sur ah, c'est comme ça. On a aussi fait pour chacun, rédaction, images numériques, une liste de vérification à partir du guide. Il y en a dans le guide, mais on les a revus. Et puis, on a fait une, donc, on choisit par exemple une police de caractère net, etc. Et on dit dans quelle page du guide on peut aller chercher l'information qui est plus élaborée pour expliquer pourquoi on fait ce choix-là, pourquoi on fait cette recommandation-là. Donc, quelqu'un peut développer un matériel et ensuite le passer à travers cette grille-là et faire une auto-évaluation de son matériel ou on peut faire une évaluation d'un matériel d'un autre. Donc, on a fait ça. Ici, c'est pour la rédaction. On a fait la même chose, comme je vous l'ai dit, pour les images numériques. Si je vais à un autre, là, il doit me rester pas beaucoup de temps. Je devrais avoir. Donc, on a la même chose pour images. Bonne pratique pour les images. On a fait une banque d'images libre d'accès. On a écrit des images qui étaient libres d'accès qu'on pouvait utiliser. Sur le plan numérique, je voudrais au moins vous montrer celui-là. Un exemple de bonne pratique où on a pris chacun des critères du guide et on est allé montrer, comme ici, on dit d'avoir une barre de navigation, je sais pas moi, à l'horizontale. Donc, on a fait un exemple à partir d'un site de la COFAN où on montre. Ensuite, on dit qu'il faut avoir des boutons de navigation clairs qu'on peut cliquer. Ensuite, on dit qu'il faut avoir un fil d'Ariane. On montre c'est quoi un fil d'Ariane et on en illustre un. Donc, on en a plusieurs pages où on reprend critère par critère pour favoriser l'accès à un site web, l'accessibilité d'un site avec des recommandations. Le troisième objectif, c'était de conceptualiser accès à l'information. C'était plus théorique, mais on a un article qui est publié, qui a été soumis et publié, où on conceptualise le concept d'accès à l'information et à sa compréhension. Donc, vous avez la référence qui est là. Si vous voulez avoir plus de références, vous pourrez me parler. Donc, ce qu'on dit vraiment, c'est que l'information doit être disponible, est présente, est à quelque part, on peut la trouver, est accessible, lisibilité, intelligibilité, adaptabilité, acceptabilité par les publics cibles, abordable et utilisable. Donc, c'est les critères et on donne des critères pour évaluer, pour savoir si notre matériel répond à ces critères-là. Donc, j'arrive vers la fin. On sait qu'une fracture numérique qui existe, il faut varier nos modalités pour informer. Peut-être qu'on est trop tôt pour ne faire qu'un virage numérique. Moi, je pense qu'on est trop tôt parce qu'il y a trop de personnes à risque de vivre cette fracture-là et ce qui fait que, et c'est nos plus vulnérables de notre société. Donc, vraiment, la fracture et l'exclusion vont de pair. On doit donc aussi augmenter l'accès à l'information numérique, mais en formant, en sensibilisant ceux qui conçoivent l'information. Vous avez eu beaucoup de présentations dans ce cadre-là au cours du colloque. Ensuite, c'était une discussion plus par rapport à la démarche de recherche-action, disant qu'on avait recueilli la force du groupe, parce qu'on avait des acteurs variés, venant d'expériences diverses, avec des clientèles diverses avec lesquelles ils travaillaient. Donc, on pense que ça a enrichi la démarche. Et de dire que la volonté n'est pas suffisante. Nous, ce qu'on a vu, c'est que les organisations communautaires veulent être accessibles, mais n'ont peu les moyens. Ils n'ont pas les ressources financières. Donc, c'est pas une question de volonté, souvent, c'est une question de pouvoir. D'où aussi notre souci de tout rendre disponible en ligne gratuitement. Donc, notre virage numérique qui peut augmenter l'exclusion à l'information et entre autres surtout à l'information numérique.
les organisations ils ont comme une responsabilité de rendre plus accessible leur information. La volonté n'est pas suffisante, je vous le rappelle, et on a besoin de poursuivre la sensibilisation et la formation. Puis notre recherche-action, bien, on espère que ça a permis de développer, de regrouper des ressources disponibles qui s'appuyaient quand même, oui, sur des expériences terrain, mais aussi en faisant le lien avec les données scientifiques et les données de recherche, et que les organisations, pour faire ça, pour devenir pro-littératie, ont besoin d'évaluer leurs pratiques, d'établir des plans d'action pro-littératie, puis de concevoir de l'information avec les parties prenantes. Alors, si des gens veulent communiquer avec moi ou mes collaborateurs, il m'en fera plaisir. Merci. Merci. Merci beaucoup, Julie Ruel. Je cède la parole à Véronique. Merci pour cette intervention et de vous montrer bien dans votre propos la nécessité de la démarche réflexive, c'est-à-dire c'est pas simplement de dire je le sens comme ça, mais d'expliciter en permanence, et que ça conduit à des formations, c'est-à-dire que plus on sera capable d'expliciter pourquoi on fait comme ça, plus on pourra transmettre en fait pour d'autres personnes. Alors moi j'aurais deux questions. Vous avez parlé de la sensibilisation pour sensibiliser les administrations. Est-ce que cette sensibilisation a été coûteuse en temps, ou est-ce qu'ils étaient déjà dans une demande? Et puis la deuxième question, c'est par rapport à... alors là, c'est en écho avec notre propre travail. Est-ce que des designers graphiques vous ont aidé dans cette démarche pour travailler la visibilité et accompagner la lisibilité et la compréhension? Alors, pour ce qui est de la sensibilisation, ce qu'on a fait, c'est qu'on suggère, on recommande, c'est une recommandation de faire de la sensibilisation. On a mis du matériel qui pouvait soutenir les organisations s'ils voulaient utiliser le matériel. Donc, parfois, moi, je suis appelée à faire des activités de sensibilisation, mais c'était dans le cadre de la recherche, notre but était de sensibiliser, mais c'était de développer du matériel qui pourrait servir à la sensibilisation. Mais chacun des partenaires, dans sa vie de tous les jours, est peut-être appelé à sensibiliser, donc pourra utiliser le matériel dans ce sens-là. Donc, c'était notre objet. Donc, nous, dans le cadre du projet, quand on disait notre objectif, c'était sensibiliser, en gros, mais nos livrables étaient de développer le matériel de sensibilisation. OK? Donc, nous, on n'a pas fait spécifiquement la sensibilisation. Il faut dire que aussi, on n'a pas été très, très chanceux. Quand nous avons terminé tout le travail et que le site était prêt, puis on était prêt à faire le lancement, c'était à peu près avril 2010. Donc, ce qui avait été prévu de faire un lancement, de se regrouper, de faire une conférence de presse, de faire, disons qu'on n'est pas comme James Bond, là, qui est sorti hier de façon officielle après avoir été retardé, mais ont peut-être plus de moyens que nous de retarder et de faire un lancement mondial. Mais nous, on n'a pas fait ça, mais il est là. Donc, dans ce sens-là. Le deuxième point, designer graphique. Non. On n'a pas dans notre groupe, c'était une limite qu'on a vue, c'est une limite des organisations. Ce qu'elle nous dit, c'est, écoutez, nous, c'est ce qu'on appellerait en bon québécois, c'est de la job de bras. Donc, dans le sens que c'est toutes nous autres, c'est nous sur le terrain, c'est les intervenants, on fait tout. Donc, l'organisation fait tout. Ils ont peut-être un webmestre, mais ils n'ont pas des grandes ressources pour aller chercher. Ils n'ont pas beaucoup d'argent pour se payer des designers graphiques. C'est pas un gouvernement, et même les municipalités avec qui je travaille. Oui, il y a des gens, mais ils ont une sensibilité, mais il faut leur reparler pour être sûr qu'on les engage. Un des objets quand là, je suis avec une ville, j'étais en train de m'engager dans un processus, de les accompagner à rendre toute leur communication plus accessible, mais de s'assurer d'embarquer pas juste le concepteur, mais le designer pour qu'ensemble ils puissent concevoir. Parce qu'on sait que c'est un élément
à tenir en compte. Cependant, on avait autant dans nos recensions qu'on a fait et tout ça, où on sait qu'il y a des éléments à examiner pour que ce soit plus accessible sur le plan visuel ou des choses comme ça, là, qui sont déjà intégrées dans nos recommandations. Mais on n'a pas la compétence nécessairement de tout concevoir au même niveau. On n'est pas, puis là je le dis de façon très humble, on sait que notre site ne répond pas à toutes les normes d'accessibilité. On est un peu gêné, mais on avait 25 000 $ pour tout le projet. Vous comprendrez qu'il y a eu plus d'heures de fait que pour payer 25 000 $ pour le projet qui a duré 18 mois. Mais on a fait le mieux, mais les organisations nous disaient, tu sais Julie, là, on est pris avec la même chose que vous. C'est une réalité. On veut être accessible, on veut augmenter la lisibilité et on veut augmenter la visibilité, l'organisation dans notre site web ou peu importe, mais on le fait tout avec nos ressources qui sont limitées. Donc, ils ont dit, vous vivez la même chose que nous. Merci. Une question qui irait là-dessus. J'aimerais bien justement connaître la composition de l'équipe Oui. Parce que je me demandais s'il y avait des rédacteurs professionnels aussi au sein de votre groupe. Dans l'équipe, moi j'arrive du milieu du handicap, OK? Pas de la rédactologie. Donc, je suis comme une néophyte. Quand je vous entends, vous m'impressionnez toujours parce que mon background est différent. Donc, on avait surtout des gens des associations qui étaient, donc on n'avait pas de rédacteur spécifique. On avait, je dois vous dire, Sylvie Gravel de Simplicom qui était avec nous. Simplicom qui font de la rédaction, qui soutiennent des milieux à rendre leur information à leur site web ou leur communiquer de façon plus accessible. Fait que Sylvie, je pense, c'est celle qui se rapproche le plus qu'on pourrait dire qui est rédactrice. Il y avait aussi Sophie Dassy du site de l'Outaouais qui est venue nous rejoindre vers la fin et qui, elle, est responsable des communications. Elle est agente de communication au site de l'Outaouais. Ça, c'est nos plus proches, qui sont vraiment plus proches de vos domaines directement que les autres. Les gens qui étaient de l'Office des personnes handicapées du Québec sont plus à œuvrer auprès des populations en situation de handicap ou du moins par rapport aux services qui leur sont offerts. On avait quelqu'un qui était de la Société québécoise de la déficience intellectuelle. On avait quelqu'un de la direction des déficiences du ministère de la Santé et Services sociaux et puis quelqu'un de l'Observatoire en inclusion sociale. Donc, vous voyez, notre angle était on n'est pas des rédacteurs professionnels, mais on avait fait quand même des réflexions sur comment rédiger les besoins et était capable d'identifier et qui avait quand même soutien parfois de rédacteurs dans leur milieu. Alors, je vois des mots très gentils. Je vous remercie pour votre site Info Accessible. Il y a plein de ressources très inspirantes. Merci pour ces outils vidéo. Annie, les organisations doivent comprendre que les rédacteurs et les concepteurs de sites web ne peuvent pas travailler chacun de leur côté. Ça, exactement, oui. On en a beaucoup parlé. Ouais. Adeline, merci beaucoup pour cette présentation. Avez-vous eu des retours d'administration qui n'avaient peut-être pas conscience de la différence de travail entre langage clair et langage facile à lire et à comprendre? Non, parce qu'on n'a pas été jusque-là. Comment je pourrais dire? On s'est rendu compte en avançant quand on a fait notre vidéo de sensibilisation, par exemple, que même une personne qui avait une déficience intellectuelle aurait besoin d'accompagnement dans la compréhension, parce qu'elle ne pourrait pas tout lire. Peut-être le message vidéo serait compris, mais sûrement pas la lecture. Dans nos critères pour l'accès à l'information dans notre conceptualisation, on a mis dans utilisabilité le fait d'avoir des ressources pour soutenir les personnes qui ont de la difficulté à utiliser. On ne peut pas
toujours garantir un accès à cause des niveaux différents de littératie des populations. Donc, nous, notre visée, c'est de rendre le plus accessible au plus grand nombre. Et à partir de ça, il y a des principes de FAL qui sont tous intégrés là-dedans. C'est juste une question d'intensité ou dans la formulation de ma phrase. Peut-être que la phrase en FAL va être un petit peu plus courte. Les mots choisis seront encore plus simplifiés, que je pourrais dire. Mais on est... bon, je pense que j'ai pas répondu, mais en tout cas, c'est juste pour dire que on, moi, ce que j'ai comme commentaire quand je vais rencontrer des gens que je fais une sensibilisation au niveau de la communication et pour rendre la communication facile pour tous, souvent on va me dire que je fais du nivellement par le bas. C'est le commentaire fréquent qu'on reçoit. Hein? De la même façon, j'entendais le type là, pas Communication Québec, mais en tout cas Québec sur le site web, là, quand il a parlé mercredi, là, puis qu'il voyait les commentaires de ses collaborateurs, de ses employés qui disaient ah, c'est drabe, c'est plate, c'est ci, c'est ça. Mais c'est un peu ça, je pense que les communicateurs sont inquiets. Alors moi, ce que je leur dis, si de communiquer au plus grand nombre, c'est de faire du nivellement par le bas, ben moi je trouve plutôt c'est que tu réponds à ta mission qui est d'informer le monde. Alors, c'est pas du nivellement par le bas, c'est de répondre à ta mission. Alors, c'est ma réaction que je dis là-dedans. Merci, mais je voyais que dans les exemples que vous nous montriez, il y avait par exemple des sous-titres hein, qui s'ajoutaient. Donc, il y a quand même de la multimodalité pour permettre... Oui. Mais la multimodalité coûte cher. Oui, absolument. Une organisation qui veut le faire, comme nous, on aurait aimé en faire plus. Puis, on n'a pas pu. Je me dis, on fait un pas à la fois. On est plus loin. On avance. Si on peut soutenir une ville à la fois, vous soutenez un ministère à la fois, on avance, un service. Mais je me dis, on est plus loin qu'on était. Mais il faut encourager l'approche des petits pas. Oui, et puis on a quelqu'un c'est Michel Monde qui nous dit ce qui profite aux plus vulnérables profite à tous. En effet, tout à fait. Façon de donner le mot de la fin. Alors, oui. On a terminé, mais merci mille fois, Julie. Et je m'excuse pour le 10 minutes. C'est pas grave du tout. On a réussi quand même à vous entendre, à faire le tour. Je suis ravie. Merci beaucoup. Merci. On envoie merci Julie de Sarah, c'est ça. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci.